Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. La nuit approche lentement de sa fin. Marcy et Pete sont affamés et ils savent que s'ils rejoignent leurs refuges respectifs sans se nourrir, ils pourraient se retrouver à la merci de la bête à leur réveil. Que décidez-vous de faire après avoir laissé Sent derrière vous et surtout comment gérez-vous votre soif, Marcy et Pete? Moi, je propose qu'on se morde mutuellement. Comme ça, on n'a plus soif ni l'un ni l'autre. Ça marche pas comme ça. Alors mutuellement ça marche pas du coup parce qu'il faut quand même consommer le sang. Hein. Je pensais que j'avais trouvé un glitch. Dans le quartier où on se trouve, est-ce qu'il y a des habitations ? Oui, c'est un quartier d'habitation. C'est un quartier plutôt pauvre, comme j'avais dit. C'est un quartier même qui est menacé de destruction dans les années à venir, vu qu'il y a des plans pour raser un petit peu tout le coin pour faire un stade pas très loin, le futur stade des Chicago Bulls. Et en plus, ils veulent faire des zones commerciales dans ce coin. Donc il y a des habitations, mais c'est un quartier très pauvre. Bah écoute, Pete, je te propose qu'on se trouve un petit snack dans les parages. Ouais, mais à choisir, moi j'aimerais bien m'aventurer dans un de ces immeubles, voir si on a quelque chose d'un minimum raffiné quand même. On va pas faire le difficile pour un petit snack à la fin de la nuit. Si. Je pense que je vais faire le difficile. Je vais quand même rappeler une des convictions de Marcy, ne pas oublier d'où je viens, hein, qui est quand même liée au fait que elle vient de milieux sociaux bas, etc. C'est vrai que elle se rabattre sur des pauvres gens comme ça peut être source de flétrissure pour elle. Bon bah, si t'as une idée, Pete, je suis prêt à l'écouter. Juste, on va dans un quartier plus chic et on va croquer du bourgeois. Ouais, ça me plaît beaucoup mieux déjà. Marcy a pris ses habitudes de chasse sur la Gold Coast de Chicago. C'est juste au sud de Lincoln Park, très près du manoir de Armance, et c'est un quartier plutôt chic du coup. Eh bien, allons-y. Ma foi, Marcy, si t'as un petit terrain de chasse favori, je t'y accompagne avec plaisir. Bah écoute, je te propose de faire découvrir les joies du sang bleu. Enfin, on se comprend. Et bien sur ce, bonne soirée. T'es le bienvenu, Ulysse. Non, mais je vais rentrer. Je vous laisse chasser. Je pense que vous avez pas besoin de moi. De toute façon, je ne partagerai pas votre chasse. Autant rentrer me reposer. Armance et Ulysse rentrent dans leur refuge respectif. De leur côté, Marcy et Pete du coup se dirigent vers la Gold Coast de Chicago. C'est un quartier bourgeois où les immeubles particuliers et les appartements luxueux sont assez nombreux. Marcy passe parfois des heures entières à errer dans ces rues pour identifier de potentielles proies. Les résidents sont presque tous aussi vieux que riches et il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que Marcy compatisse au sort de bourgeois blancs et républicains. Donc j'ai déjà peut-être en tête quelqu'un, je sais pas, que j'ai vu mal parler à quelqu'un d'autre dans la rue ou que j'ai trouvé particulièrement odieux juste par son apparence et sa façon de se tenir. Effectivement, t'as déjà remarqué quelques personnes, peut-être même quelqu'un qui a mal parlé à Marcy dans la rue, justement en ayant l'air de trouver qu'elle n'avait pas sa place dans le quartier, peut-être s'inquiétant de sa présence. Et du coup, tu as pu repérer que cette personne habitait dans un immeuble de ville assez bas avec seulement 3 étages. Il y a une rue parallèle qui permet d'accéder à l'arrière du bâtiment, à l'espèce de petit jardin où pousse un arbre, et d'accéder aussi à un endroit plus discret pour essayer de crocheter le passage et de se permettre d'entrer à l'intérieur. Est-ce que peut-être si j'ai en tête quelqu'un qui vit pas tout seul ou il y a un couple ou un couple de vieux ou un truc comme ça pour que Pete aussi puisse en profiter. Au premier étage, il s'agit d'un couple que tu as déjà pu croiser. Bah écoute Pete, je te propose un menu maxi bourgeois. Eh ben, avec plaisir. Si en plus il y a possibilité de partager. Ah oui, non mais je pense que là il y a 2 menus qui nous attendent. Sans frites et sans salade.
Du coup, je pense que j'imagine qu'on a dû prendre ma voiture. Oui, au moins pour vous rapprocher du centre-ville, vous avez peut-être même déposé les deux autres, je pense. Oui, tant qu'à faire. Sachant que le Lincoln Park étant pas loin, Ulysse et Armance sont juste à côté de chez eux en fait. Et puis je vais peut-être garer la voiture à un pâté de maison, de la maison dont m'a parlé Marcy. Avant de quitter la voiture, je prends avec moi un petit chapeau en feutre type Borsalino, histoire de ombrager légèrement les traits hideux de mon visage au cas où on tombe sur un mortel qui soit pas trop surpris par mon apparence. Du coup, on va utiliser la règle simplifiée de chasse qui demande un unique jet qui englobe un petit peu toutes les petites actions nécessaires pour s'assurer de pouvoir se nourrir sans attirer l'attention et sans causer de problèmes. Ici, il s'agit d'une chasse qui est plutôt propre au type de prédation du marchand de sable. L'idée étant que les marchands de sable préfèrent t'infiltrer chez les gens ou les endormir pour ensuite venir se nourrir d'eux sous du coup le couvert du sommeil et parfois ça ajoute à cela cambriolage et autres méfaits. En tout cas, il s'agit d'un jet de dextérité plus furtivité, la spécialité effraction étant acceptée pour Marcy. C'est clairement Marcy qui a le plus haut score dans ce groupement de dés. 3 plus spécialité, donc ça lui fait 7 dés. Sachant que Pete, lui, comme il a la compétence furtivité, il peut faire travail d'équipe avec Marcy, qui ferait à Marcy 8 dés pour cette action. Par contre, si c'est une action d'équipe et qu'il y a un échec bestial ou une réussite bestiale, les conséquences seront partagées entre les deux personnages. Ça me paraît honnête. Ouais, je pense que je vais laisser Marcy passer devant, puis te suivre et couvrir tes arrières. Je pense que l'idée, Pete, c'est que tu fasses un peu peut-être le guet dans la rue avec ton Borsalino, tu cibles si tu vois quelqu'un passer. Et moi, je grimpe sur le porche avant et je crochette une fenêtre du premier étage. Dès que t'es à l'intérieur, tu m'ouvres la porte principale et je te rejoins. Parfait, on fait comme ça. Donc je jette 8 dés, c'est ça, avec 3 de soif. C'est ça. Alors 2 succès, Bah dis donc. c'est clairement pas suffisant. Serait-il pas bon de dépenser un petit peu de volonté pour relancer 3 de ces petits échecs? Pourquoi pas, sachant que j'ai claqué un point de volonté à la dernière. Ouais, il t'en reste 2 cependant. Ah, ouais. Il t'en reste 2, ce qui te permettrait quand même de tenir jusqu'à la fin de la nuit. Seulement si tu tombes à 0, t'auras des malus pour tes actions. Du fait que ton personnage soit épuisé moralement, qu'il soit ébranlé et plus très sûr de ses actions, etc. Et pour regagner de la volonté, s'il faut que je... Tu regagnes automatiquement au début de chaque nuit Ah oui, ok. l'équivalent de ta meilleure caractéristique entre sang-froid et résolution. Tu regagnerais 2 points. Ok, là, très bien, allons-y. Eh ben, 3 succès, c'est toujours insuffisant, mais comme c'est insuffisant d'une seule réussite, je te propose une réussite avec un coup. oui. C'est-à-dire que tu réussis quand même ton action, vous parvenez à faire ce que vous voulez, à vous nourrir, à baisser votre soif tous les deux sur ce pauvre petit couple de bourgeois blancs républicains, mais il y aura probablement des conséquences à moyen terme ou à court terme. Ok, par exemple, je me suis fait... je me fais voir par un autre habitant. Peut-être que quelqu'un vous a vu, peut-être que vous avez laissé des traces sans vous en rendre compte sur place. Et du coup, les vieilles personnes, quand elles vont se réveiller, elles vont se rendre compte qu'il y a eu un problème. En tout cas, il y aura peut-être des conséquences. Bah écoute, allons-y, hein. Faisons comme ça, peut-être qu'un petit peu empressé, effectivement, on n'a pas été très discret. perfectionniste Ouais. sur notre manière de procéder. Marcy prend les devants, pendant que Pete fait le guet sur le côté en attendant qu'elle manœuvre. Elle parvient à passer par derrière pour crocheter une des portes qui lui permet ensuite de faire entrer Pete par l'avant. Ils montent tous les deux à l'étage et parviennent à rentrer dans l'un des appartements. C'est un appartement très cossu, vraiment avec un mobilier très soigné. Les seuls objets qu'on peut voir un petit peu sur les meubles sont des décorations, des vases, il y a des tableaux au mur, il y a des petites statues, des choses comme ça. C'est intéressant ça, il y a des tableaux au mur, j'en prends note. C'est très bourgeois et par contre vraiment on a l'impression que personne ne vit là parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'objets personnels qui sont posés ici et là comme ça arrive chez les gens normaux. Vous arrivez jusque dans leur chambre, sachant que les 2 petits vieux font chambre à part. Vous partagez donc vos proies et une fois dans ces chambres, vous n'avez aucune difficulté à profiter du couvert de la nuit et de votre discrétion
pour vous approcher suffisamment de vos victimes pour les mordre. Leur sang parvient à assouvir votre soif très rapidement. Vous vous sentez tout de suite mieux, comme si vraiment on vous avait ôté un poids du torse. Est-ce que vous prenez juste ce qu'il vous faut pour revenir à 1 en soif, c'est-à-dire 2 points de soif, c'est-à-dire le maximum qu'on peut prendre sur un mortel sans le mettre en danger, ou est-ce que vous les tuez, du coup vous les videz de leur sang pour parvenir à 0 en soif? Non, moi, en tout cas, Marcy n'est pas partie pour tuer des gens dans le quartier dans lequel elle a ses habitudes. Elle se satisfera beaucoup plus d'ailleurs de les voir fatigués et tremblotants demain ou un autre jour. Ouais, tuer les mortels, c'est pas le style de Pete non plus. D'autant plus que il a bien noté les tableaux en rentrant dans l'appartement et se dit qu'il pourrait éventuellement revenir à cette adresse, profiter de ces pauvres âmes faibles pour peut-être leur proposer ses services. Très bien. Donc vous laissez les 2 victimes épuisées sur leur lit, l'air un peu livide du coup, du fait du sang que vous leur avez pris. Ils sont complètement dans le gaz du fait de la morsure et du sommeil dont vous les avez tirés avec celle-ci. Et vous quittez les lieux. Tout semble avoir été comme sur des roulettes, et une fois que vous vous retrouvez dans la rue, vous vous sentez tout à fait mieux et satisfait de votre chasse qui semble avoir été fructueuse. Très bien. Je dépose quelque part, Marcy? Non, je vais me débrouiller. Eh ben, essaie d'être couché avant les premiers rayons du soleil. Ça serait dommage. Du coup, moi, je reprends le volant seul jusqu'à mon penthouse. Je vérifie que la concierge, comment c'est son petit nom déjà? Madame Swanson. Madame Swanson, tout à fait. Je vérifie si sa voiture est là, si les fleurs dans l'entrée sont bien arrosées, bien entretenues. Oui, visiblement, la vieille femme est chez elle. Très bien. Et probablement en train de dormir d'ailleurs. Rassuré, je pense que je vais moi-même rejoindre ma chambre aux fenêtres calfeutrées. La nuit s'achève et le jour passe. Une nouvelle nuit a plongé Chicago dans l'obscurité, et avec le crépuscule, les descendants ont repris connaissance, mais avec l'éveil vient parfois la faim. Du coup, vous allez me faire tous un jet de soif afin de voir si la bête vous tourmente ou vous épargne ce soir. Pour Pete, ça se passe pas mal. Marcy aussi, elle est repue. Donc vous restez à 1, Ulysse reste à 2, Armand se réveille d'une humeur un peu plus chasseresse. Très bien. Elle aime bien chasser pour le plaisir, mais elle n'aime pas avoir faim. C'est une personne qui est élevée dans l'opulence et le luxe, c'est une bonne sybarite. Et par conséquent, alors qu'elle se lève et qu'elle est toujours en tenue de nuit, dans une nuisette, elle va dire bonjour en passant à Mathilde et tout simplement sortir dans la rue, marcher quelques pas, toujours en chaussons, et aller toquer chez sa voisine. Quand tu sonnes, il faut une petite minute avant que quelqu'un se présente. C'est une femme qui a la quarantaine. Elle porte une sorte de tailleur noir assez strict. Elle a l'air un peu surprise de voir Armand se présenter devant chez elle. Et quand elle la voit à sa porte, elle dit simplement « Plaît-il, c'est pourquoi ?» Bonjour, je suis votre voisine. On ne s'est jamais dit bonjour, on ne s'est jamais rencontré. Quelle tristesse. Adélaïde. Ah, c'est vous, Adélaïde, c'est ça, oui. Vous faites les petits spectacles. J'ai déjà dû râler un petit peu à cause de tous ces gens qui viennent se garer dans notre rue et qui du coup empêchent que les personnes qui habitent vraiment ici puissent se garer. Oh, je suis vraiment confuse. Vous l'avez dit à ma domestique, peut-être. Je ferai attention pour la prochaine fois. Je demanderai à mes invités de se garer au parking plus loin, à côté du restaurant. Cela irait, n'est-ce pas? Oui, j'imagine. Tant qu'il ne m'empêche pas de rentrer chez moi. Alors, parfait. Excusez-moi de vous déranger en ce début de soirée. Je voulais me faire un petit thé, mais je n'ai plus de sucre. Eh bien, faites comme tout le monde. Achetez-en. Oh oui, mais voyez... Vous n'avez pas une domestique qui pourvoit à ce genre de choses? Elle est malade aujourd'hui. Bon, écoutez, je reviens. Et elle ferme la porte sur Armance. Ah, Et elle se dirige probablement vers la cuisine. En tout cas, elle finit par revenir. Elle rouvre la porte et te tend ce qui semble être des petits sachets de sucre. Quand elle les récupère, elle les fait tomber maladroitement. Oh, mince. Je suis tellement faible. Je suis vraiment désolée, confuse.
La voisine semble un petit peu agacée. Elle se penche pour ramasser les sachets en question. Elle va l'aider. Oh, excusez-moi, je vais. Et s'approchant de son cou, elle va doucement approcher sa bouche, timidement, et d'un seul coup la mordre. Ce genre d'approche, là, ça va être très compliqué pour Armance. Bien sûr. Il faut que ça soit rigolo de temps en temps. Ça va être un jet de subterfuge avec dextérité. Il faut qu'elle agisse vite pour que ça se passe bien. Subterfuge plus dextérité, ça lui fait 5 dés. Ok. Est-ce qu'elle fait un coup de sang? Ouais, je vais faire ça, ouais, totalement. Armance parvient à réagir suffisamment vite pour pousser la quarantenaire à l'intérieur en plantant ses crocs dans sa gorge, ce qui lui permet immédiatement d'assouvir sa soif et de contenter la bête. La porte derrière elle se referme alors qu'elle la repousse du bout des doigts encore figée sur sa proie, qu'elle relâche doucement au sol, probablement complètement hagard par rapport à ce qui vient de se passer. Armand sent que ce surplus d'énergie dont elle a eu besoin pour parvenir à ses fins a peut-être éveillé l'appétit de la bête qui ne dirait pas non à une nouvelle proie. Ok. Qui fait que Armance effectivement descend à 1 en soif, mais après, du fait du coup de sang, repasse à 2. Elle, récupère le sucre et se retourner. Ah, et ma chère, on oublie. La femme a l'air un peu perdue, alors qu'Armance ferme la porte sur elle et se retourne avec ses petits sachets de sucre et sa soif toujours vivace. Aussitôt qu'elle rentre chez elle, elle lance les sachets de sucre sur la table de la cuisine et Mathilde, veuillez s'il vous plaît demain préparer un rituel. Il faut faire parler les esprits. J'ai soif, j'ai faim. Très bien, madame, je vais faire savoir à vos fidèles que vous comptez faire une séance. Elle n'a pas été douce, vous comprenez? Elle n'a pas été admirative. Elle n'a pas écouté mes voix. Elle n'a pas vu ma beauté. Quelle garce! J'imagine que les gens ici sont un petit peu hautains, si je peux me permettre, madame. Mm-hmm. Heureusement que ce soir, nous allons bien nous amuser. Veuillez aussi me préparer du chocolat chaud et des gâteaux. Des gâteaux. Des gâteaux. Quelle petite peste! Justement, madame, je vous avais préparé vos gâteaux préférés. Comme vous êtes douce, vous avez m'anticiper. Quel est le genre de gâteau préféré d'Armance? Cliché, mais elle aime bien tout ce qui est bien avec de la crème, bien sophistiqué, bien français. Ah, peut-être des petits choux, un truc comme ça, ouais. Des choux religieuses. Ouais. Je pense qu'effectivement, elle lui a préparé des petits choux à la crème. Parfait. Hein. Bon, on sait que Marcy, ses gâteaux préférés, c'est les financiers, bien sûr. Et on va passer à quelqu'un d'autre, du coup. On va passer à Ulysse. La routine crépusculaire d'Ulysse est interrompue par le bruit du téléphone. Dans son repère, au sein du zoo de Lincoln Park, il a pu s'assurer qu'une ligne directe soit accessible pour qui voudrait le contacter. Peu de gens possèdent le numéro, aussi, il se dit probablement que c'est important. Il se dit probablement que c'est très bizarre et que ça n'annonce rien de bon quand il se rend pour décrocher ce téléphone. Allô? Ulysse, mon chou, ça va? C'est la voix de sa mère au bout du fil, Anna Hayden. C'est une vieille femme à présent, mais elle fut vétérinaire par le passé. C'est certainement elle qui a transmis sa passion aux gangrels. Ah, maman, comment ça va? Ah, mais ça va super, mon chéri. Avec ton père, nous sommes allés faire une randonnée dans le parc de Mississippi Palisades. Tu connais, je crois que tu y étais déjà allé. Oui, c'est très joli là-bas. Bon, surtout maintenant. À cette époque de l'année, c'est très chouette. Oui, c'est sûr qu'avec les couleurs de l'automne, c'est toujours beau. Comment va papa? Bah ton père, ouais, ça va, ça vient. Tu sais, bon, on a pas mal marché quand même, donc ces problèmes de hanche, c'est pas forcément toujours l'idéal, mais tu le connais, hein, il a pas forcément envie de rester enfermé. Non, il a raison, c'est dommage de rester enfermé. Et toi, comment vas-tu? Est-ce que tout se passe bien au zoo? Oh oui, ça va, beaucoup de travail, tu sais comment c'est, hein, les animaux, malheureusement, ça laisse peu de répit, hein.
Bah oui, c'est sûr. Et puis, je suis tellement fier que mon fils ait comme ça une position aux eaux de Lincoln Park. C'est vraiment génial. Il faudrait qu'on vienne te visiter à l'occasion. Oui, ce serait sympa, mais je vais peut-être pas trop tarder à venir vous voir, un de ces quatre. Faut ménager papa quand même. C'est mieux si c'est moi qui viens. Dès que j'ai moins de travail, je viendrai, maman. Bon, oui, t'as sûrement raison. En tout cas, tout va bien. Rien de neuf. Oh non, tu sais, rien de spécial. Je me consacre aux os et je suis bien comme ça. Bon, bah c'est super dans ce cas. En tout cas, on espère te voir bientôt alors. Oui, dès que je pourrai, je viendrai vous voir. Bon, bah je t'embrasse. Passe une bonne soirée, mon chéri. Bisous. Et bisous à papa, évidemment. Et du coup, elle raccroche. Bah du coup, je raccroche aussi et je suis bien content que finalement ce ne soit pas le shérif qui a trouvé ma ligne pour me demander son petit service. De son côté, Pete est en train de se préparer pour sortir. Alors qu'il ferme la porte de son appartement, il est interpellé par la voix de sa concierge, Madame Swanson. La femme d'âge mûr se tient dans le couloir. Visiblement, elle attendait à sa porte d'entendre son locataire sortir pour l'intercepter. Monsieur Hill, bonsoir. Madame Swanson, que me vaut le plaisir. Comment allez-vous ce soir? Ah, ça va très bien, monsieur Hill. J'ai votre courrier. Et elle agite de la main la petite laisse d'enveloppe avant de la tendre au Nosferatu avec un petit sourire satisfait. Je prends le courrier, du coup, l'air un peu surpris, et je dis eh bien, merci beaucoup, vous êtes toujours aussi serviable. Ah bah, bien sûr, hein, vous savez... Bon, écoutez, j'ai pas voulu fouiner, mais j'ai vu qu'il y avait une belle enveloppe avec le symbole d'une maison de vente aux enchères. Est-ce que vous allez y vendre une de vos créations ? Ah, ce serait merveilleux, hein. Je dis toujours à mon amie Monique quelle chance j'ai d'avoir pour locataire un artiste comme vous. Hein. C'est sûr que vous avez pas un rythme de vie bien ordinaire, mais après tout, si cela vous convient, et puis en tout cas, c'est merveilleux d'être comme ça, capable de créer, de peindre comme vous le faites. Ah, vous savez, Madame Swanson, la vie d'artiste, ça mérite quelques sacrifices. Pour cette vente aux enchères, je ne préfère pas trop m'avancer. J'aime bien parler des affaires lorsqu'elles sont conclues, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis je dis ça en essayant de cacher un peu ma surprise, parce que pour le coup, je vois pas trop à quoi elle fait référence. Du coup, elle hoche la tête, elle a l'air très satisfaite, et elle conclut un petit peu de manière positive en disant « Oh, bah, en tout cas, j'espère que vous me montrerez sur quoi vous travaillez en ce moment. Ça m'intéresse vraiment. Hein. » Mais avec grand plaisir, et mes amitiés à Monique. Oui, je le dirais, ça va la faire rire. Je la salue du coup en inclinant légèrement mon chapeau et je me dirige vers ma voiture. Dirige vers ta voiture. Est-ce que tu t'intéresses au courrier maintenant ou tu laisses ça pour plus tard ? Ouais, je vais m'installer au volant de ma voiture et puis passer en revue un petit peu les différents courriers, puis surtout essayer de trouver cette belle enveloppe dont elle parlait. Du coup, tu passes rapidement en revue les enveloppes que tu as récupérées et là, tu y distingues une lettre de ta banque. Probablement un rappel pour tes nombreux découverts. Toujours entre deux ventes, ton rythme de vie est parfois un peu difficile à maintenir. Et il y a aussi quelques factures. Par contre, en effet, au milieu de tout ça, il y a une lettre qui sort du lot. Il y a dans un coin Hindman, maison de vente aux enchères depuis 1982, avec un petit logo représentant un cadre de tableau. Est-ce que c'est un nom que je connais ? C'est une maison d'enchères qui est plutôt réputée en ville. T'es déjà allé à certains de leurs vernissages ou de leurs ventes. T'es un petit peu dans la boucle pour ce qu'ils font. Parce que quand ils organisent des soirées, c'est souvent un bon endroit pour trouver des pigeons. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Et je pense que j'ouvre l'enveloppe, voir un petit peu ce qu'elle contient. Je m'attends à peut-être une invitation à un nouveau vernissage ou à un quelconque événement. Alors, en effet, ton intuition est la bonne. À l'intérieur de l'enveloppe se trouve une invitation pour la présentation des œuvres qui seront mises aux enchères à la prochaine vente. L'événement aura lieu dans un peu moins d'une semaine et le commissaire-priseur annonce une merveilleuse collection de tableaux français du 19e siècle. Intéressant. Je me dis que j'en profiterai peut-être pour regarder si j'ai pas ça dans ma petite collection de peintures postiches. Je peux pas m'empêcher de tenter de glisser un faux au milieu de cette collection qui serait potentiellement recherchée par le commissaire.
Très bien. Dans ce cas, ça, c'est quelque chose que tu pourras essayer de planifier. Ça impliquerait du coup de prendre contact avec le commissaire en question et puis essayer de le convaincre que telle œuvre que tu possèdes dans ta propre collection pourrait peut-être avoir sa place dans cette vente également. Ouais, tout à fait, c'est l'idée. Ouais. Je pense que je le contacterai une première fois, puis éventuellement, s'il est intéressé, peut-être un rendez-vous en direct. Je pense que ouais, voilà, la première prise de contact, je ferai un truc par téléphone, histoire voilà, de tâter un petit peu le terrain. En tout cas, je me note ça dans un coin de ma tête. Je relègue les enveloppes de factures sur la banquette arrière. Puis, je vais me mettre en route du coup en direction de la demeure d'Armance, puisque l'idée c'était que cette nuit on aille faire un petit tour tous ensemble. Au pays des Nosferatu. C'est ça, auprès de Khalid, qui devait nous partager quelques infos sur ce gang de Nosferatu qui semble semer un petit peu la discorde en ce moment. On va passer à Marcy. Du coup, Jean-Victor, tu nous avais préparé un petit truc pour plonger un petit peu dans ses habitudes. Ouais, Marcy, en début de nuit, elle va aller retrouver sa troupe, les Wicked Wendigo, sa troupe de théâtre itinérante et de troubadours. Puisque eux, en fait, ils ont une date qui a été bookée au sud-ouest de Chicago, dans un quartier qui s'appelle Lockport. Et donc, elle se rend à l'adresse qui était indiquée. C'est un grand hangar qui donne sur la rivière qui s'appelle Des Plaines. C'est une rivière qui traverse Chicago et qui se jette dans le lac Michigan. C'est un district un peu industriel, très touché par la chute de l'industrie manufacturière américaine. Et donc, il y a pas mal de hangars comme ça, un peu abandonnés, dont certains qui sont squattés, qui ont été repris alors par une communauté un peu de vagabonds, de punks, de proto-hipsters, un peu nourris là, par les romans de la génération beat et les rêves d'aventure et évidemment le LSD, le pétard, la drogue, la coke, l'alcool. Et donc, elle a rendez-vous à un warehouse qui s'appelle le Warehouse 91, qui est un des plus anciens qui a été squatté, qui a du coup un grand bâtiment en tôle dans un quartier industriel un peu crado, mais où il y a quelques petites échoppes qui ont commencé à ouvrir, un peu drivées par cette nouvelle foule qui fréquente Lockport. Et à l'intérieur, c'est assez intriguant puisque le hangar, il fait 6 ou 7 mètres en hauteur. Et à mi-étage, il y avait quelques passerelles industrielles qui ont été reconverties, des mezzanines en bois qui ont été ajoutées, tout un pourtour qui a été menuisé en bois. Et en fait, il y a une quinzaine de mini-studios. Et donc, il y a une vingtaine de personnes qui habitent en fait dans ce warehouse. Et en dessous de cette grande mezzanine, il y a un grand espace qui sert tantôt de scène pour des concerts, de pistes de danse pour les méga-teufs qui sont organisés ici. Au moins une fois par mois, il y a une grosse soirée avec une ambiance très rave party. Et puis, de temps en temps, des choses un peu différentes, des déclamations de poésie, des choses comme ça. Et là, du coup, c'est une scène pour une représentation des Wicked Wendigos qui ont été bookés par la responsable. Alors, il y a un petit système d'élection, c'est très alter, tout ce que vous voulez, altermondialiste, alterpolitique. Et donc, les habitants du warehouse ont élu leurs représentants qui s'occupent un peu de choses comme programmer des activités culturelles. Et il se trouve que Abby, qui est la responsable du warehouse, est la petite amie d'un des membres des Weekend Wendigos qui s'appelle Mason. C'est comme ça, évidemment, du coup, qu'ils vont pouvoir faire une petite représentation. Alors, c'est un peu payé avec des bières et des sachets de pétards et des sachets de cannabis, mais ils prennent quand même. Et donc au début de la nuit, Marcy va retrouver sa troupe de théâtre, ils sont 4 en tout, qui sont réunis derrière le bâtiment, donc derrière le hangar. Il y a une jolie terrasse en bois, alors qui est tout abîmée avec des traces de brûlures de mégots, des plantes un peu à l'abandon, un espèce de potager qui a été entrepris mais qui est un peu en train de mourir. Et ça donne en fait directement sur la rivière qui serpente comme ça derrière, au milieu de mauvaises herbes, de cadres de vélos rouillés et de petits canaux accrochés comme ça à des piliers en bois vermoulus. Et donc ils sont en train de boire quelques bières en griffonnant sur des feuilles, puisque en début de nuit, voilà, vers 21h, ils vont se produire sur scène avec une adaptation théâtrale d'un roman qui s'appelle Des souris et des hommes de Steinbeck. Et ça vous permet de voir effectivement un peu toute la dynamique qu'il y a dans ce groupe, les Wicked Wendigos. Le van vient se garer non loin, Marcy descend, et donc il y a ses copains qui sont là. Le manager de la troupe qui s'appelle Dale, qui est un homme d'âge mûr avec une grosse moustache, en permanence des lunettes un peu fumées, un peu dégueulasses sur le nez et des vieilles chemises à flanelle, qui est le metteur en scène, l'impresario, le manager de la troupe, qui se pique aussi bien entendu de reprendre les adaptations et de les adapter à sa sauce. Il est donc en train de mener la discussion avec les 2 autres acteurs de la troupe. Les 2 autres acteurs étant Mason, dont on a déjà parlé. Mason, c'est un type pareil, d'âge mûr aussi, un peu plus jeune que Dale, mais un peu plus fracassé, notamment par l'alcool. C'est un type qui a des gros problèmes avec ça, qui est vraiment morceau de bois flotté de la troupe,
qui à la fois a des grands moments de lucidité et qui est le plus sage, le plus raisonnable et le plus construit d'entre eux, mais qui de temps en temps part dans des tempêtes d'alcool qui peuvent durer 2-3 semaines où il se retrouve et il sait rien de ce qu'il a fait pendant vraiment les 3 semaines, mais pour l'instant il a toujours réussi à retrouver son chemin jusqu'à la troupe. Et puis Allemande, qui est une jeune fille un peu paumée, assez jolie, mais avec les yeux souvent un peu vitreux parce qu'elle aussi elle consomme pas mal. Elle, qui vient plutôt d'une famille un peu de hippie, elle a commencé des études d'art, elle a grandi au Greenwich Village. Et puis du coup, voilà, elle s'est un peu échappée. Elle est parfois un peu fantomatique, parfois au contraire, elle est troublante d'acuité, mais elle est surtout assez passive et généralement elle se laisse un peu guidée par la troupe, mais c'est devenu aussi un peu comme c'est la plus jeune. Alors évidemment avec Marcy qui a un rôle assez particulier dans cette troupe, puisque elle a ce corps et cette attitude parfois d'enfant, mais aussi une attitude. La troupe s'est construite autour d'elle et puis elle laisse transparaître parfois son âge et aussi parfois sa cruauté. Et donc ils sont en train de discuter sur la mise en scène parce qu'ils sont pas d'accord. Ils sont en train de reprendre justement ce qui fait un peu le sel du roman de Steinbeck, c'est les deux personnages principaux qui évoquent un rêve qu'ils ont ensemble, ces deux vagabonds qui vont se retrouver dans des histoires sordides, qui ont pas un sou et qui vont se faire embaucher dans une ferme et tout ça va très mal se passer, mais pour eux c'est juste qu'une étape parce que ils veulent s'échapper et se construire une ferme et donc ils parlent beaucoup de ça. Dale et Mason en parlent et Marcy s'introduit dans cette conversation de façon un peu brutale parce qu'elle y a réfléchi. Elle veut absolument que la troupe réinterprète d'une façon un peu plus moderne, qu'elle twiste un peu le texte original. Elle veut notamment que Mason, qui est censé jouer Lenny, donc Lenny, des deux personnages, c'est un géant un peu bête, un peu lourd, assez gentil mais très maladroit et très très fort physiquement et un peu handicapé mental et elle veut absolument qu'il le joue d'un peu de façon différente. Dale il refuse et en plus ça fait 3 nuits qu'ils n'avaient pas trop vu Marcy, donc il le prend pas très bien. Donc voilà, il commence assez vite à la fois à se prendre la tête et puis la conversation, elle porte à la fois sur le théâtre, mais elle est entrecoupée de remarques beaucoup plus personnelles, parfois assez tranchantes. Voilà, un peu vraiment comme une famille, un peu dysfonctionnelle, un peu où tout le monde est un peu codépendant des autres. Avec du coup Marcy qui rayonne un peu au milieu puisque Dale même si là il est fâché contre elle, il la regarde parfois avec les sourcils froncés, un regard menaçant, mais il a aussi les yeux qui brillent un peu avides comme ça, comme un pirate qui est en train de voir son trésor et qui a juste une envie, c'est de pouvoir s'enfuir avec et surtout de le cacher, de creuser un grand trou, de le cacher dedans et d'être le seul à savoir où il est. Allemande qui prend systématiquement le parti de Marcy, qui essaye de calmer un peu la discussion, qui a l'air un peu de s'en foutre aussi. Et puis Mason qui est plutôt lui en train de picoler progressivement et s'il faisait un peu plus attention à Mason, ils pourraient se douter que la représentation va pas forcément se passer aussi bien que prévu. Voilà un peu pour on va dire le quotidien des Wicked Wendigos et donc dans quelques minutes ils vont monter sur scène et puis ça sera par quelques petits moments, des instants un peu de fulgurance, notamment parce que le texte il est d'une acidité vraiment décapante et qu'il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de violence et il y a beaucoup aussi de beauté là-dedans, mais ça sera un peu clownesque parce que le public c'est un mélange un peu disparate de hipsters, petits bourgeois qui se donnent des sensations d'en passer espèce de soirée interdite de rebelles et puis des vrais punks vraiment fracassés et puis quelques vagabonds qui comprennent rien au truc et qui sont là pour tout à fait autre chose et notamment parce que le warehouse c'est aussi une plaque tournante pour beaucoup de dealers, pour beaucoup de consommateurs aussi, pour des drogues un peu sales, un peu sorties de la rue, coupées à n'importe quoi. Et donc là-dedans, le message, la représentation, le naufrage du rêve américain qui est décrit par Steinbeck, qui va un peu se perdre dans une soirée qui va assez vite après cette représentation. Quelques bravos, quelques applaudissements, 1 ou 2 spectateurs qui auront été touchés par ce qu'ils ont vu, ça va vite se perdre dans une ambiance finalement un peu plus festive avec des cakes de bière, des concours pour la boire la tête en arrière et puis évidemment comme d'habitude des gens qui vont sortir des instruments, des petits groupes qui vont se former et puis un peu plus tard dans la nuit des bagarres, des engueulades, des couples qui vont s'isoler, etc. Marcy assez vite après la représentation, elle va aller rejoindre le groupe pour continuer cette enquête et retrouver Khalid et le refaire des Nosferatu.